Euh, Mercredi 27 mars, j'ai cette proposition que je intitulée L'enfer français. En fait, l'idée m'est venue il y a quelque temps, pas très longtemps, mais il y a déjà un petit moment. En fait, l'enfer français, c'est quelque chose que je voulais traiter. Par écrit, mais en attendant, je vais essayer euh, de l'entamer, comme ça sous forme de propos dont le type de narration peuvent être différents. En préparant la caméra pour essayer de dire ces choses, j'ai pensé, tiens, encore, je suis dans la même position, ou presque. On voit mes mains, on voit mes jambes et on voit quelques éléments. On dirait que je n'ai pas bougé. Bien sûr, je n'ai pas bougé à proprement parler. J'ai bougé sans bouger, mais finalement, je reviens à peu près à la même place. Souvent, nous parlons du temps qui passe, mais il y a un phénomène physique que nous laissons de côté. J'ai déjà parlé de l'entropie, mais c'est un autre phénomène, mais j'aimerais parler, comme ça en passant assez vite, des particules cosmiques qui nous traversent. Nous sommes en permanence, comme nous vivons environnés de particules de poussière de toutes sortes, nous sommes aussi traversés par des particules d'origine peut-être solaire ou d'origine extrasolaire. En tout cas, des particules nous traversent et comme pour l'eau, le cycle de l'eau peut être très long et l'eau dans laquelle on se serait baigné va être quelque part, va acquérir un caractère d'unicité ou de singularité. Cette eau ne reviendra pas, ne repassera pas de cette eau par le même endroit. Peut-être que le cycle d'eau est quelque chose qui prend des millénaires, voire plus. Et peut-être qu'il est impossible que la même eau repasse, les mêmes particules, les mêmes molécules d'eau repassent par le même endroit. C'est de l'ordre de l'impossible, mais évidemment, il y a plein de choses qui sont impossibles, qui peuvent tout de même se produire en totalité ou en partie. En tout cas, pour ce qui est des particules cosmiques, là, c'est quelque chose. Donc, j'ai été traversé, alors qu'en fait, je peux avoir l'impression, je peux donner l'impression de ne pas avoir bougé. J'ai été traversé par des particules cosmiques dans une succession, dans une sorte de... Je suis d'exposition permanente, je suis ouvert, et la particule qui va me traverser, elle va continuer son chemin. Peut-être va-t-elle continuer de voyager au-delà de l'univers connu, et peut-être ce voyage va prendre, là encore, des milliers d'années, voire des millions d'années. Moi, je ne serai plus là pour être traversé, retraversé par la même particule si jamais elle devait repasser. En tout cas, on imagine que le phénomène est un peu à sens unique. Et c'est une fois. Bien entendu, on peut relier ce propos au propos principal qui est celui de l'enfer français. L'enfer français est quelque chose qui est devenu évident, devenu évidente, devenu perceptible et concrète. Le paradis, en fait, ou le lieu de réjouissance qu'on avait imaginé, qui aurait dû être à la France, ce lieu, quelque part
de rêve et de... Il y avait comme une vocation française, comme une sorte de destin français. Venir en France était la chose la plus désirable. Et finalement, avec ce peuple de France qui est ce qu'il est, et avec cette, j'allais dire, cette, cette hyper détermination, n'arrivons pas à sortir de ce que nous sommes ou ce que nous sommes identifiés par l'autre. Nous sommes toujours des autres. Et cela fait en sorte que nos rencontres avec le français de France ne sont pas « Ah tiens, j'ai quitté le terme de franco-français, maintenant je dis le français de France », puisque le franco-français a été récupéré par l'extrême droite, essayons de trouver autre chose. Et donc, voilà un peu l'enfer français. Et cette chose-là est une entreprise dont à laquelle j'aimerais que d'autres participent. Ça pourrait être une œuvre collective. Beaucoup de gens écrivent, font des essais, des contributions, mais dans leur coin. Souvent, il y a des travaux de coopération entre les gens dits scientifiques, et pour ce qui est de l'essai, pour ce qui est de la fiction, pour ce qui est des narrations un peu dites littéraires, cela se fait généralement dans une sorte d'intimité avec soi-même, et cela ne doit pas être la règle absolue. Il peut y avoir quelque chose, moi je m'en fiche, ce titre, il peut être approprié par quelqu'un d'autre, je m'en fiche. C'est pour ça que je le mets, évidemment, en exposition. Un titre, c'est beaucoup de choses. Un bon titre peut faire la réussite d'un travail. Un mauvais titre, évidemment, ou un titre, on peut se le faire aussi emprunter. Et donc, c'est cela. Et donc, si ce projet peut être mené par quelqu'un qui veut le réaliser tout seul, pourquoi pas. Mais si c'est autre chose, pourquoi pas 2, 3, 4, 5, 6 personnes qui participeraient. On aurait comme ça une sorte de comment dire, il y aurait plusieurs types de narration qui seraient un peu traités sur le même type, sur le même pied d'égalité. Chacun contribuant, parce que si l'enfer français est analysé, entrepris selon un mode, il peut un peu finir par lasser. Il faut plusieurs modes de narration pour pouvoir un peu dire qu'une chose n'est jamais unidimensionnelle, une chose invécue, un ressenti, une sorte de conviction même. Cela peut être illustré de plusieurs manières. Nous vivons des événements complexes. Il est toujours simpliste et schématique de penser qu'une réalité puisse être décrite d'une façon unilatérale ou d'une façon, j'allais dire, monolithique. La réalité, elle a plusieurs aspects. L'enfer français est quelque chose d'immense. Il est question de rêves déçus, il est question
de quelque chose qui dépasse l'allogène lui-même. Il y a une crise qui, évidemment, fait souffrir les gens, mais ici, eux-mêmes déjà, une crise de lien social qui fait que, évidemment, une crise du couple, une crise des institutions, une crise des valeurs, une crise... cette crise, évidemment, commence un peu à s'étendre. On voit naître un conflit entre des revendications d'émancipation individuelle au détriment d'une vision collective. Le collectif est quelque chose qui est battu en brèche. Un collectif, c'est vu comme une force de coercition et non pas comme quelque chose qui peut promettre un épanouissement qui serait un peu partagé entre tous les membres d'un collectif. Un collectif, c'est obligatoirement un danger, un risque de sorte de totalitarisme. Voilà un peu le mot utilisé un peu à toutes les sauces, mais sorte de totalité, totalitarisme, hégémonie, tout ce qu'on veut, sorte de système un peu intrusif, un système un peu surpuissant, un système un peu... voilà, l'individu est quelque chose qui permet à chacun d'affirmer une identité propre. Évidemment, nous sommes et nous vivons en société parce que cela nous arrange, parce que cela nous est nécessaire, parce que nous ne pouvons pas vivre séparés, trop séparés les uns des autres. Alors nous avons trouvé un moyen de continuer, d'assurer une sorte de présence, une sorte de permanence, mais tout en faisant, tout en nous ignorant. Je vis à côté de toi, mais je ne veux rien savoir de toi. Et voilà un peu... Et donc l'allogène qui arrive dans cette société est obligé de s'adapter à elle dans l'état où il la trouve. Je me rappelle de ce poème, enfin de ce vers, qui disait que j'essaie de traduire, je vais essayer de transposer de l'arabe, qui dit l'homme de raison souffre. Et quelque part, il ne souffre pas, mais il n'est pas dans une situation confortable alors qu'il se trouve au paradis. L'homme, c'est sa raison qui rend sa vie inconfortable. Un peu le défaut de la raison. Et l'homme ignorant, il est heureux même dans la peine. Il est heureux même dans la tourmente et dans la difficulté. Quelque part, un paradis, une situation qu'on imagine potentiellement paradisiaque peut se révéler. Bien sûr, elle a une capacité à vous faire rêver. Bien sûr, vous ne rencontrez pas le type de personne qui vous faisait rêver. Ne nous illusionnons pas plus que cela. Mais au moins, vous essayez d'avoir un petit paradis, une sorte de paradis miniature. Mais même ce paradis-là, il est inaccessible. Et au lieu
d'un paradis en miniature, c'est un enfer. C'est une sorte de voyage vers l'enfer, une sorte de montée vers l'enfer qui se précise de plus en plus. Souvent, les comment on dit, les opposants, j'ai oublié le terme, le terme grec, j'ai oublié. Les xénophobes, voilà, ceux qui n'aiment pas les étrangers, ou sont allergiques aux étrangers, bien sûr, ils ont une proposition facile. Si vous n'êtes pas satisfait, si vous souffrez, rentrez chez vous. Seulement, quelqu'un qui est un peu... qui poursuit un rêve ne renonce pas facilement. Il s'accroche. Il est quelque part en attente que le miracle se réalise. Bien entendu, ces gens-là ont en partie raison. Et en partie tort, évidemment. Le problème, c'est l'enfer français, il est fait d'une suite de néants. Un néant relationnel, un néant philosophique, un néant sentimental, tout un tas. Un néant économique aussi, un néant culturel, tous les néants possibles sont là. Et ces néants, évidemment, peuvent très bien comment dire, se liguer pour former quelque chose de totalement immaîtrisable, un monstre, une monstruosité. Voilà ce que c'est que la France, quelque chose de monstrueux. Pour le monstre, on a une fascination, parce qu'il offre un visage qui nous fascine et nous fait... il nous embarrasse et il nous met mal à l'aise en même temps. Il y a des monstres qui vous mettent mal à l'aise, il y a des monstres qui vous horrifient. Mais vous êtes, pour les deux types de monstres, vous êtes tout de même attirés. Vous pouvez rester là, aller regarder jusqu'à ce qu'ils arrivent devant vous et qu'ils vous mettent en lambeaux. Voilà ce que j'attends, que la France, que le monstre français me mette en lambeaux. Je suis là toujours, fasciné. Je n'ai pas quitté cette position de quelqu'un qui regarde cette chose bouger, se contorsionner, s'exprimer, montrer les dents. Cette chose. Voilà un peu comment on peut avoir, bien sûr, j'ai des automatismes dans le vocabulaire et dans la façon d'entreprendre les choses. Et c'est pour cela qu'un travail de collaboration est intéressant parce qu'il permet de ne pas rester accroché à ces automatismes à soi. Peut-être chacun a une vision, chacun a quelque chose, a une contribution qu'il peut apporter. Et dans ce travail-là, l'enfer français pourrait devenir une sorte de pot commun dans lequel on mettrait des choses venant par-ci, par-là. Un peu comme pour venir
à bout de ce monstre, faudrait, pour le connaître un peu sous toutes les coutures, il faudrait disposer plusieurs observateurs. Comme pour cette histoire que j'ai lue quand j'étais petit, qui évidemment empruntait, qui faisait partie du programme, mais qui devait être emprunté à un compte, soit africain, soit autre, en tout cas des aveugles qui se retrouvaient devant un éléphant, et chacun, n'ayant jamais vu d'éléphant, chacun va dire quelque chose par rapport à l'organe qu'il a entre les mains. La trompe serait ça, les pattes seraient cela, etc., etc., la peau. Et finalement, il faudrait, pour décrire quelque chose qui est d'une certaine dimension, il faudrait plusieurs observateurs. Ainsi, chacun se placerait dans une position. Et puis, à partir de là, il ferait ses observations. Il faut voir ainsi le français et sa relation avec le monde, comment il voit le monde, comment il se perçoit. Le français et sa condescendance, le français est quelque part, maintenant qu'il s'est inventé, qu'il s'est ajouté une nouvelle, comment dire, corde à son arc, il est devenu blanc. Maintenant le français s'est blanchi. Voilà, une nouvelle chose qu'il faut prendre en compte. Avant, il était français, il était européen, il était occidental, maintenant, il est blanc. Voilà, le français est peut-être plus blanc que les blancs. C'est fini, on va dire que c'est comme cela. Si toi tu dis que tu es blanc, alors tu n'es pas assez blanc. Pour un français, tu n'es pas assez blanc. Tu es juste un infra-blanc. Un blanc un peu allé. Un blanc pas très net. Tandis que le français, lui, il est un blanc pur. Pur de chez pur. Comme cette histoire, cette petite chose, la lessive qui lave plus blanc que blanc. Voilà une nuance d'importance. Le français est, quelque part, c'est lui qui a la légitimité pour se proclamer pur. Il est le pur absolu. Et voilà que le mot que j'avais oublié, le mot de légitimité. Bien entendu, on entend des choses. On n'est pas sourd, cette histoire de ces jours. Si vous n'êtes pas content, il y avait cette injonction. La France aimait-la ou quittait-la. C'est une injonction. Évidemment, comme toutes les injonctions, elle tient compte juste. Elle est d'une elle est d'un sommaire pas possible. C'est trop facile, bien sûr. On peut dire cela aussi de quelqu'un qui est né en France. La France, si tu la critiques trop, il y a un seuil au-delà duquel la critique n'est plus possible. La France, soit tu l'acceptes, soit là aussi, tu vas ailleurs, je ne sais pas, soit tu arrêtes de critiquer, soit tu arrêtes de vouloir t'en proclamer. Et voilà la question de légitimité. Comment entreprendre cette question, la légitimité de la présence? Bien sûr, certains la renvoient au passé. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, etc., etc. Nous sommes tous issus la présence de la France, les relations nouées depuis, etc., depuis un siècle et quelques, voire même, on va dire, 2 siècles pour arrondir. Cela n'est pas rien. Et puis, des liens forts se sont noués à un moment donné.
il y a eu comme ça une certaine quantité d'hommes et de femmes de premier plan français qui étaient nés au Maroc, par exemple. Cela ne veut rien dire en soi, mais il y avait cela. Il y avait des pieds bruns, on va dire cela. Mais il y avait des gens qui étaient quelque part, qui avaient quelque chose de plus ou de moins. Ils ne sont pas nés sur le sol français et pourtant, ils ont la qualité de français. Voilà, on peut ne pas naître sur le sol français et quelque part trouver tout à fait normal d'appartenir à cette collectivité. Bien entendu, l'horizon français est un horizon limité. Nous pouvons parler la langue, nous pouvons avoir beaucoup d'affinités, mais nous ne pouvons pas nous arrêter si on devait nous faire quelque part jurer fidélité à la France, cela ne serait pas possible. Il y a quelque chose, j'allais dire, de cosmopolite en nous, il y a quelque chose qui dépasse les trois cadres nationaux de n'importe quel pays. Quand on a quitté son pays d'origine, on ne peut pas, quelque part, aller le remplacer par un autre. Notre pays, notre patrie, c'est la terre, et peut-être même au-delà de la terre. C'est le vivant. Nous appartenons au vivant. Nous appartenons à des phénomènes biologiques. Voilà, tout simplement. Nous n'appartenons pas à une histoire à laquelle nous n'avons pas contribué. Peu importe d'où elle vient cette histoire. Moi, je ne tiens aucune gloire de ce qu'a fait un tel ou un tel. Ce n'est pas moi. Moi, je n'ai rien à voir avec les guerres, avec les conquêtes, avec les machins et tout. Rien à voir. Je n'étais pas là. Et je ne vais pas m'en réclamer. Les gloires de certains ne sont pas mes gloires. Voilà, les récits, les romans nationaux, tout ce qu'on veut, c'est pas moi ça. Moi, je suis contre la guerre, par exemple, tout simplement. Toute référence à la guerre. La guerre, les commémorations, je suis contre. Partout où cela se produise. C'est bon, je vois pas pourquoi on continue de fêter telle ou telle victoire, telle ou telle issue de telle ou telle fin d'un conflit ici ou là. L'indépendance. On fête l'indépendance. Et cela veut dire quoi finalement? On est au-delà de cet horizon. C'est du passé. C'est vraiment du passé. Moi, je suis né après l'indépendance. Et finalement, moi, je m'en réclame pas de cette indépendance. Je m'en fiche finalement. C'est la résultante d'un concours historique de circonstances particulières. Et l'histoire continue. On ne peut pas arrêter l'histoire, on ne peut pas la figer. Nos récits, nos gloires d'aujourd'hui seront oubliés dans quelques temps. Si le temps continuait d'exister, bien évidemment. Mais fondamentalement, la patrie n'a aucun sens. J'ai pas de patrie, j'ai pas de langue que je peux glorifier. J'ai les langues dans lesquelles je m'exprime, mais parce que je n'ai pas accès à d'autres. C'est pas parce que je préfère une langue contrairement à une autre. C'est cela. Je parle arabe,
c'est parce que c'est ma langue. Je parle français, c'est aussi parce que c'est ma langue. Je parle ce que je peux utiliser. Mais je ne peux pas dire qu'une langue, elle a plus de qualité qu'une autre. La langue est un outil de transmission, est un outil de conservation de la mémoire. Ça permet de relier des générations, ça permet de maintenir une sorte de destin collectif. Nous parlons la même langue, nous pouvons communiquer. En communiquant, nous pouvons entreprendre quelque chose de plus grand que nos intérêts propres, quelque chose qui puisse servir à des gens que peut-être nous ne connaissons même pas, des gens d'aujourd'hui et peut-être aussi des gens de demain. Voilà un peu, et puis donc la question de la légitimité. C'est une question que nous pouvons laisser à personne. Personne n'a le droit de contester notre légitimité à être ici. Après tout, nous sommes devenus vieux, nous sommes largement plus âgés. Et plus, quelque part, nous avons habité cette langue depuis bien plus longtemps que beaucoup que de millions de gens. Alors c'est notre antériorité dans cette langue, dans ce pays qui parlerait pour nous. Nous sommes légitimes dans ce pays parce que nous respirons son air, nous interagissons avec lui. Ce pays fait partie de nous, de ce que nous sommes, notre constitution, notre, quelque part, tout ce qui faisait ce que nous étions, biologiquement parlant, a été remplacé. Le sang a été remplacé, les cellules ont été remplacées dans ce pays. Si on peut imaginer qu'une cellule qui est née dans un pays précis, quelque part dans cette chaîne de ce passage entre les corps, entre les organismes, je mange quelque chose qui a pu grandir dans ce pays, qui provient de son herbe, l'herbe provient du sol, le sol a peut-être une caractéristique propre, a peut-être une sorte d'identité chimique propre, et c'est cette identité que j'ai absorbée depuis très longtemps. Et peu à peu, je suis devenu, peut-être mon capital génétique n'a pas changé, mais il y a sûrement des choses qui ont changé. Voilà un peu une variante sur quelque part l'argument, sur l'argument de la légitimité. Après, évidemment, nous sommes dans la vie, nous avons appris que quoi que nous puissions faire, nous avons aussi pour horizon la déconvenue. Nous devons un peu nous rétrécir. Quand nous sommes jeunes, nous avons des rêves, nous avons des visions, nous avons des exigences, nous avons des demandes qui dépassent largement l'horizon des possibles. Et petit à petit, nous débarrassons, nous réduisons ces demandes à quelque chose de plus raisonnable. Nous sommes devenus des gens raisonnables, des gens de plus en plus réalistes, de plus en plus
modestes dans ce qu'ils ont à demander ou à réclamer au monde. Bien entendu, l'enfer n'est pas un enfer absolu, mais c'est une manière un peu d'attirer l'attention sur un phénomène. Des gens parlent d'invisibilité, des gens parlent de discrimination, des gens parlent de minorisation, des gens parlent de tas de choses. Bien sûr, moi je réclame rien pour moi-même, je me réclame de rien. Je ne fais pas des procès par rapport à un passé. Cela, je m'en fiche. D'ailleurs, je suis très étonné des gens qui font à la France ou d'autres qui font à d'autres pays un procès par rapport à des événements qui se sont déroulés il y a peut-être un siècle, 2 siècles, 3 siècles. En quoi les gens d'aujourd'hui, la France d'aujourd'hui ou la Turquie d'aujourd'hui est-elle responsable de ce qui s'est passé il y a très longtemps? Les gens qui ont participé à des actes condamnables ne sont plus là. Évidemment, si un pays continue de revendiquer ou de réclamer ou de tirer gloire de ces choses condamnables, évidemment, là, il y a une légitimité à vouloir lui demander des comptes. Mais si le pays, quelque part, a fait une sorte de rupture, a procédé à une rupture, je sais que c'est une approche un peu simpliste. La rupture a eu lieu, mais elle n'est pas totale. Il y a des choses qui continuent dans la mémoire collective, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la chose qu'on convoque très souvent, l'imaginaire collectif. Et pour une fois que c'est bien utilisé. Et puis, voilà un peu les choses. Il n'y a pas de demande de réparation. Jamais de ma part quelque chose dans ce genre. Et puis voilà un peu la chose, l'enfer français, parce que font la discrimination, oui évidemment, je souffre de discrimination, je la dénonce, mais moi-même, je suis quelqu'un qui pratique cette discrimination, peut-être à un niveau modeste, mais je la pratique. Je fais la différence entre quelqu'un qui a qui a une proximité plus forte avec moi, soit pour des raisons géographiques, ethniques, ou linguistiques ou autres. Moi-même, c'est un peu cette histoire. La victime qui est elle-même un bourreau. Et moi, je pense que la plupart des gens qui souffrent de discrimination sont des bourreaux réels ou des bourreaux potentiels. Bien sûr, chacun, quelque part, pratique de la discrimination à son échelle, vis-à-vis d'un voisin, il continue, par exemple, d'entretenir certains préjugés, une vision qu'il n'arrive pas ou qu'il ne veut pas dépasser. Il est porteur d'une sorte de mépris. Voilà. Chacun, quelque part, est un méprisant à son niveau. Et chacun est un discriminant à son niveau. Il peut y avoir des phénomènes beaucoup plus larges, évidemment, mais il ne faut pas surexploiter ou surdimensionner quelque chose qui doit rester à un niveau raisonnable.
La discrimination peut être aussi par rapport à une origine, mais elle peut être aussi par rapport à un statut social, par rapport à une appartenance sociale. Quand vous vivez en France, vous pouvez avoir des phénomènes d'intolérance qui viennent non pas des gens nés dans ce pays, mais des gens qui sont nés ailleurs. Vous pouvez avoir des problèmes sérieux et des disputes très poussées avec des gens qui sont du même univers culturel primaire que vous. Parce que vous faites montre d'une liberté qui représente pour eux une sorte de provocation, une sorte de comportement déviant. Donc, vous pouvez avoir plus d'occasions de vous retrouver en difficulté avec des gens qui pourraient vous ressembler. Alors, elle est où la discrimination là-dedans? Elle est quoi? On peut dire un discriminé qui discrimine quelqu'un qui lui-même va discriminer, etc. jusqu'à la fin. Voilà un peu. Ça me rappelle, ça peut me rappeler cette histoire de quelqu'un comment dire, qui est peut-être un diplomate marocain qui s'est trouvé aux États-Unis, qui a surexploité quelqu'un qui était originaire des Philippines. Par exemple, à un moment donné, des familles marocaines se sont mises à la mode de l'importation des domestiques philippines. Et ces femmes-là se sont retrouvées dans des situations difficiles. Elles ont été victimes de maltraitance parce que ces femmes-là ont malgré que quelque part on puisse dire, elles appartiennent au tiers-monde, elles appartiennent je ne sais quoi. Voilà un peu comme quand on essentialise des choses, quand on globalise, quand on prend les femmes, par exemple, la condition des femmes pour quelque chose d'uniforme. Une femme peut exploiter et maltraiter une autre femme. Il n'y a pas quelque part d'exception. Les hommes maltraitent les hommes, les femmes maltraitent les femmes, et ainsi de suite. Voilà un peu la complication et le côté très difficile à ordonner, à clarifier dans cette histoire. Voilà donc comment on peut se retrouver. Évidemment, c'est pour ça qu'une approche, c'est-à-dire unique, est un peu problématique, est un peu insuffisante. Une personne, malgré le fait qu'elle soit préoccupée par la recherche d'une approche plurielle, elle va tout de même, à un moment donné, soit trop développer une partie, soit carrément ne pas se rendre compte qu'elle a omis de soulever certaines parties, etc., etc. Toujours le risque un peu du monologue. Voilà, le monologue est peut-être une bonne chose, mais il montre ses limites à un moment ou à un autre. Là, l'enfer français, c'est cette suite des F qu'il faut, cette suite
Dommage que j'ai pas assez de phonétique pour pouvoir. J'ai pas de phonétique, je maîtrise pas la phonétique. Bon, en tout cas, comment dire, ces sortes de sons là qu'on est obligé d'enchaîner quand on utilise les deux mots à la suite en faire français. Cette, cette ce rejet, enfin, cet envoi d'air comme ça, ce sifflement. En tout cas, la chose toujours, l'homme finalement, à un moment ou à un autre, il arrive, l'homme, la femme, peu importe, l'être humain, arrive, se retrouve un peu devant des horizons bouchés. Il, il arrive un peu au bout de sa quête et il peut y être arrivé de façon prématurée, ça c'est évident, mais il peut, d'une façon ou d'une autre, il va se retrouver incapable d'avancer. Bien entendu, en ce qui me concerne et en ce qui concerne d'autres personnes, il y a le phénomène de l'âge et un coup on se retrouve vraiment séparé des autres parce qu'on n'a pas les mêmes approches. Nous sommes devenus à notre tour des gens qui défendons des valeurs. Elle est passée, la période de la dévalorisation des valeurs, le rejet des valeurs. La période de la désappartenance, la période de la désobéissance, elle est passée. Et voilà, et donc il faut pouvoir rencontrer des gens qui, quelque part, nourrissent un peu, pas la même nostalgie. Évidemment, le monde peut-être auquel je fais référence est un monde passé. Je ne peux pas faire fi du fait que j'ai traversé un certain nombre de décennies et que cela, évidemment, que je fais, que il y a un phénomène d'accumulation, un phénomène, c'est comme si j'avais été un peu formé, et fondu et refondu chaque moment, chaque décennie ou chaque ensemble d'années me forme et m'influence jusqu'à ce que, d'une façon ou d'une autre, je lui appartienne et que je m'en revendique. C'est mon identité et cette identité s'enracine dans un passé récent, mais un passé tout de même. Voilà un peu cette rencontre qui aurait dû se passer différemment. J'avais pensé ce matin à cette histoire d'avantage comparatif, j'avais oublié quand Macron avait parlé de l'avantage compétitif, j'avais oublié qu'avant on utilisait la notion d'avantage comparatif. Finalement, dans cette rencontre qui n'en est pas une, dans ces quelque part dans ces rencontres qui n'auraient peut-être pas dû se produire, qu'est-ce que j'avais moi à faire en France? Je me le demande. Quelque part, je suis venu me heurter à l'impossible, me heurter à quelque chose de plus fort que moi, à jamais, quoi. Et voilà cette histoire, avantage comparatif,
Je me rappelle, j'avais été à Paris, donc assez longtemps, et puis j'ai fini par y aller, quoi. Et puis j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient un caractère d'allogénité, des gens qui étaient de toutes sortes, des bruns de toutes sortes. Et puis je me suis dit, à Toulouse, je bénéficie d'une sorte de singularité. La plupart des gens que je vois dans la rue sont quelque part d'un certain rose. Et moi, je suis d'un certain brun et je ne suis pas en quantité. Bien entendu, les temps ont changé depuis que je me suis fait cette observation. La mixité, comment appeler ça, chromatique. La mixité chromatique a progressé. Et puis voilà que, et donc cet avantage comparatif, je pouvais, dans cette compétition entre les mâles, je pouvais me prévaloir, quelque part, d'une sorte d'exotisme. Mais finalement, c'était un exotisme qui ne procurait rien de spécial. Ce n'était pas un avantage. Ça avait l'air d'être un avantage, un mini ou un avantage mineur, mais ce n'est même pas cela. Ce n'est pas un avantage du tout. À la rigueur, à un moment donné, j'avais rencontré dans mon parcours quelqu'un qui s'était intéressé, qui ne voulait pas s'intéresser à moi, mais qui s'était intéressé à quelqu'un qui est venu du même pays d'origine que moi, parce qu'il avait donné l'impression d'être riche, et surtout, peut-être qu'il avait les yeux d'une autre nuance, peut-être qu'il avait les yeux verts ou quelque chose comme ça. J'aurais été un brun avec les yeux verts ou avec les yeux pas bruns, en tout cas pas marron, j'aurais peut-être bénéficié d'un petit avantage. Mais là, un brun avec les yeux marrons, il n'y a rien. Je n'offrais rien. J'offrais peut-être quelque chose. Je ne jouais même pas à l'exotique. À part quelques séances de couscous que j'ai fini par rejeter, à part cela, quelquefois, mais c'est tout. Oui, j'avais un sexe qui était un peu différent de celui des autres, mais c'est tout. Et puis, qu'est-ce que ça a changé? Même mon français était un français ordinaire. J'avais même pas d'accent. J'avais même pas ce petit quelque chose qui pouvait faire sourire. On ne disait pas votre français il est chantant, comme on pourrait dire des Français qui parlent allemand. Votre allemand il est mignon. Non, on ne disait rien. Je parlais comme tout le monde. J'avais pas l'accent du midi, mais je butais pas sur les mots, j'avais pas de difficulté spéciale, je roulais pas les airs, je faisais rien. Cette langue, je l'avais pratiquée depuis toujours, et donc quelque part. Et donc cette chose qui aurait pu être un avantage, qui n'en avait pas été un, et ceux qui étaient à un moment donné qui avaient bénéficié de l'avantage que j'ai rencontré bien après, comment dire, moi j'arrivais, eux ils étaient là depuis un moment, c'était les Chiliens exilés suite au coup d'état de Pinochet. Eux ils avaient, parce qu'ils sont d'un continent très lointain, parce que quelque part ils suscitaient l'intérêt, parce qu'ils pouvaient quelque part s'appuyer sur une musique, peut-être sur une cuisine, peut-être sur quelque chose, peut-être même sur leur langue d'origine, peut-être sur quelques
aspect morphologique, peut-être que ceux qui avaient quelque chose d'amérindien pouvaient, ouais, peut-être. En tout cas, voilà l'intérêt. Les gens qui avaient un quelconque avantage comparatif, c'était ceux-là. Après sont venus d'autres personnes et la chose est devenue beaucoup moins facile à partager. Donc l'enfer français, c'est un peu une sorte, quelque part, actuellement, c'est une sorte de mélange, de mélange. On rencontre un peu, on ne sait pas, quand on voit quelqu'un passer, on ne sait pas s'il est d'essence française ou s'il est d'essence, je ne sais pas, balkanique ou autre. D'un coup, on peut se retrouver face à quelqu'un qui vient de Lituanie. Moi, j'ai pas de rêve lituanien, je n'ai pas, j'ai pas d'intérêt pour les pays baltes ou autres, je m'en fiche. Moi, c'était la France. C'était mon horizon, c'était mon paradis promis, c'était ma terre promise, c'était... Et je voulais rencontrer les Français, je voulais pas rencontrer des Français, je voulais pas rencontrer des gens, je ne sais pas, d'autres, je voulais pas rencontrer des halogènes, même s'ils étaient différents de moi. Voilà un peu la chose la situation un peu, bien entendu, ce propos, je le voulais un peu fourre-tout, un peu décousu, un peu comme ça. Parce que comme ça, il reste dans une forme d'avant, une forme préparatoire, une sorte d'amorce, une sorte de rédaction première avant de passer à la rédaction finale, avant de vraiment entreprendre les choses avec méthode et avec beaucoup plus de discipline. Là, il s'agissait là de se laisser aller. D'ailleurs, dans l'oralité, la discipline, c'est pas la première préoccupation, c'est de pouvoir continuer de dire. Contrairement à l'écriture, qui peut admettre le fait de s'arrêter pour respirer, pour aller un peu se changer les idées. Là, quand on parle, il faut tenir pendant une certaine durée. On ne peut pas accepter le fait, en tout cas moi, je ne peux pas accepter le fait de m'arrêter au bout de 10-12 minutes, ça me paraît trop peu. Donc, quelque part, je pousse l'effort jusqu'à arriver à l'heure, à faire 1 heure et peut-être quelquefois plus, mais au minimum 1 heure, 50 minutes, 40 minutes, etc. 1 heure, voilà un peu, ça me paraît avoir quelque part un minimum à partir duquel on peut estimer que on a accordé le temps nécessaire au développement de la proposition. Après, donc, il y a la quantité, après, il y a la qualité, après, il y a le contenu, mais là, c'est une autre chose. Cette oralité reste dans son entièreté, reste quelque chose qui est à retravailler, à reprendre. Ce n'est pas une parole fermée, ce n'est pas une parole quelque part qui est arrivée à son expression ultime. Il n'y a pas d'ultimité dans cette affaire. C'est cela l'intérêt de la langue et de l'oralité, c'est que c'est
du contenu, et c'est des choses qui peuvent être reprises éternellement. C'est pas comme l'écrit, quand il est finalement imprimé, il est, ou comme un film, quand il est monté, il est quelque part un peu figé pour, pour un certain temps, pour un temps long. En général, pas pour l'éternité, mais en tout cas pour un temps assez long. Et le livre aussi, une fois qu'il est sorti de l'imprimerie, il est là aussi, figé. Là, l'oralité, l'oraliture, c'est quelque chose qui peut-être on peut effacer et recommencer. On peut décider que un chapitre a été pas suffisamment bien traité, on décide de l'effacer. On peut faire un montage, et un montage, quelque part, un montage provisoire. Voilà un peu, on peut faire un montage. On prend une partie, on la monte, on la met à côté d'une autre, on coupe, on retranche, etc. On rajoute. Et voilà, donc j'appelle à collaboration pour ce projet, intitulé L'Enfer français. Évidemment, on peut garder le titre, on peut le modifier, on peut le remplacer par un autre. Ce n'est pas quelque chose de comme ça d'arrêté. Et puis voilà, j'ai une boîte mail, voilà, donc ben446 free.fr, je répète 446 si quelqu'un a envie de me contacter pour participer à ce travail, j'ose pas l'appeler œuvre, qu'il se manifeste. Sinon, j'ai d'autres chantiers en vue ou en cours. Voilà, si quelqu'un veut me rejoindre dans cette épopée, oui, c'est rigolo, quelque part, épopée orale, qu'il le fasse. Et il sera toujours le bienvenu, évidemment.